beaucoup d'être venus très nombreux m'écouter ce soir. Donc je vais vous faire une sorte de balade anthropologique autour de la question de la peau, de l'apparence dans nos sociétés occidentales. Dans un premier temps, je vais m'attarder un tout petit peu autour d'une anthropologie de la peau, quelles sont les significations de la peau, ce qui nous permettra de mieux comprendre pourquoi elle est à ce point investie dans le monde d'aujourd'hui. Et puis également, donc je parlerai de deux relations à la peau qui sont très différentes l'une de l'autre. Celle où il s'agit de signer son corps en quelque sorte à travers le tatouage, à travers le piercing ou les implants. Mais il y a aussi dans le monde d'aujourd'hui, vous le savez bien, les innombrables attaques au corps qui caractérisent notamment les adolescentes et une partie de nos adolescents, où là il s'agit plutôt de biffer la peau, de la rayer, de la gommer, une volonté de s'arracher une peau qui colle à la peau d'une identité absolument insupportable. Je ne voudrais pas parler du tatouage ou du piercing, c'est-à-dire le côté heureux, propice, sans évoquer la part d'ombre, si vous voulez, qui est liée aussi à l'extraordinaire succès du tatouage dans nos sociétés contemporaines, la part d'ombre qui est celle de millions d'adolescentes à travers le monde occidental qui ne se reconnaissent pas dans leur peau et qui voudraient faire peau neuve, qui voudraient changer de peau, etc., mais qui sont emprisonnées dans un corps qu'elles ne reconnaissent plus comme étant le leur du fait de leur histoire de vie. Et si le temps, si j'ai encore quelques minutes, mais sinon on en reparlera peut-être pendant les questions, les échanges, mais si j'arrive à bien gérer entre guillemets mon temps, je vous dirai deux mots sur la manière dont un certain nombre, notamment de femmes américaines, réinvestissent leur histoire personnelle et leur corps à travers des pratiques de piercing, après notamment des viols ou enfin, en tous les cas des adolescents, des enfances absolument tragiques, et à travers des espèces de cérémonies collectives dans des communautés souvent lesbiennes, comment ces femmes se reconstruisent et peuvent reconquérir une sexualité qui leur a été arrachée pendant très très longtemps. Donc voilà, la peau finalement, la peau peut être une manière de se reconstruire, elle est parfois une manière de se perdre au regard de l'histoire qu'on a pu vivre. Et puis dans le monde d'aujourd'hui, oui, c'est le jeu des apparences dans une société qui privilégie plutôt l'extériorité que l'intériorité. Je n'ai guère le temps de vous parler de ça, mais vous voyez comment l'intériorité est malmenée absolument partout et comment il devient de plus en plus difficile de se concentrer, de trouver des espaces de silence, par exemple, des espaces de méditation, sinon dans une sorte d'activité quasiment militante où il faut se mettre à l'écart du monde. Et bien, nous sommes dans ce monde de l'extériorité où seul existe ce qui se met à l'extérieur de soi et où l'intériorité devient un abîme, notamment pour beaucoup de nos adolescents qui ne supportent plus un seul instant de ne pas saturer leur sens par la musique, par d'autres substances. L'intériorité comme un abîme, ce sera peut-être un petit peu une sorte une sorte de fantôme qui accompagnera ma réflexion, puisqu'elle sera plutôt centrée donc sur les mises en scène de soi dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que la peau, évidemment, c'est l'évidence de la présence au monde. La peau est le lieu du corps qui se donne à voir au jugement des autres, et notamment sous les auspices de notre visage et de nos mains qui vont toujours nues. Donc la peau comme le lieu du corps qui se donne à voir au jugement des autres. C'est par elle que nous sommes reconnus, nommés, identifiés à un sexe, à une qualité de présence, par exemple séduction ou autre. Nous sommes également associés à un âge, à une ethnicité, à une couleur de peau, voire même à une condition sociale. Donc la peau implique aussi d'emblée la dimension affective de la parole. On peut rougir, on peut pâlir en parlant à l'autre, on peut éprouver une sensation de chaud, une sensation de froid dans une situation morale particulière. Et puis évidemment, il y a l'expression de notre visage, les mouvements de notre corps qui signent également, ou parfois qui contredisent. Bon là, il y a évidemment beaucoup de réflexions à cet égard. Le corps n'est pas le prolongement direct de la parole. Parfois, on dit que le corps en dit plus long que la parole. Le corps nous dévoile sans doute, mais il y a donc cette dimension affective qui s'inscrit sur la peau et sur le corps de la parole que nous tenons à l'autre.
Et puis également, évidemment, la peau est un lieu, et notamment le visage, est un lieu où se lie un état de santé. Puis on peut avoir des boutons, on peut avoir un teint malade, ou un teint un peu rouge, etc., etc. Donc la peau est vivante, elle diffuse. La peau est vivante, elle diffuse des odeurs intimes, et elle ne cesse de nous déborder et de révéler aux autres des significations personnelles, même celles que nous souhaiterions voir rester dissimulées. Mais la peau est toujours double. L'individu n'en contrôle qu'une partie. Si elle cache, elle montre parfois dans le même mouvement. Et dans nos sociétés occidentales, nous allons vers les autres avec donc notre visage ou nos mains qui nous dévoilent d'une certaine manière au regard des autres. Alors la peau enveloppe et incarne la personne en la reliant aux autres ou en la distinguant selon les signes utilisés. Sa texture, son teint, ses cicatrices, ses particularités comme des grains de beauté, des rides, des cicatrices, etc. dessinent un paysage unique. Elle conserve à la manière d'archives les traces de l'histoire individuelle, comme un palimpseste dont seul l'individu détient la clé. Traces de brûlures, de blessures, d'opérations, de vaccins, de fractures, etc. Et on se souvient à cet égard de la très belle scène du chant 19 de l'Odyssée, où Ulysse, revenant à Ithaque, est reconnu par sa vieille nourrice Euryclée grâce à la cicatrice qu'il porte à la cuisse. Et vous voyez que dans ce contexte, donc, la trace cutanée se mue en signe d'identité, en signe d'identification. Et vous savez aussi que dans la criminologie ou sur les champs de bataille, on identifie un certain nombre d'hommes ou de femmes du fait de leurs signes particuliers, comme on disait autrefois, qui peuvent être des tatouages, des cicatrices, etc. Finalement, donc, lorsque la personne est réduite au silence, il y a le corps et la peau qui fonctionnent encore comme une sorte de carte d'identité qui permet, c'est d'ailleurs, je vous le rappelle, le point de départ d'un très bon polar de l'auteur barcelonais, le nom m'échappe évidemment, pardonnez-moi, ça me reviendra tout à l'heure, un polar qui s'appelle Tatouage, qui est très très intéressant, parce qu'il montre comment, à l'espace de quelques années, le tatouage qui était en train de disparaître complètement de nos sociétés et qui correspond au moment où... C'est Montalban, le moment où Montalban écrit tatouage, justement, et son personnage, le commissaire, dont le nom m'échappe, interview tout un tas... Comment ? Pepe Carvalho, voilà. Il interroge tout un tas de tatoueurs, donc c'est un formidable document sociologique, et tous lui disent « Oui, on va mettre bientôt la clé sous la porte, il n'y a plus personne qui s'intéresse à nous. » Il y a encore quelques années, à Barcelone, quand les marins arrivaient, on avait des files d'attente devant nos ateliers, mais maintenant, il n'y a plus personne. Et vous voyez aujourd'hui que tous les 500 mètres, on a une boutique de tatouage, ce qui vous montre comment l'histoire peut ressaisir des pratiques en les redéfinissant et en leur accordant un formidable regain de vitalité. Bon, donc en tous les cas, et le polar commence par le fait qu'un cadavre est rejeté sur une plage de Barcelone et le seul point d'identification, c'est un splendide tatouage, et d'où l'enquête de Pepe Carvalho pour savoir qui a tatoué cet homme pour pouvoir remonter la piste de son histoire. La peau également, je serai plus bref là-dessus, mais c'est passionnant quand même, la peau engage sans doute le sens essentiel de l'existence, c'est-à-dire le toucher. Perdre la faculté du toucher, c'est se trouver en apesanteur, dépourvu de tout point de contact, paralysé et livré aux autres, même pour les actions les plus anodines ou les plus intimes. La disparition de toute sensation tactile entraîne la disparition de tout point d'appui et donc la perte de l'autonomie personnelle, la paralysie de la volonté et la nécessité de s'en remettre à d'autres personnes pour toutes les conduites de l'existence. Et Aristote déjà pointait autrefois que le sens du toucher est le seul dont la privation entraîne la mort. Fin de citation. Privé de peau, en effet, il ne reste de l'homme qu'un écorché, c'est-à-dire un innommable. En permanence, sur tous les lieux du corps, même en dormant, nous sentons le monde environnant, nous en éprouvons la chaleur ou le froid. Le sensible est d'abord la tactilité des choses. Le contact avec les autres ou avec les objets, le sentiment aussi d'avoir les pieds sur terre.
Matrice des autres sens, la peau est une vaste géographie nourrissant des sensorialités différentes. Elle les englobe sur sa toile, ouvrant à l'homme des dimensions singulières du réel que l'on ne saurait isoler les unes des autres. La peau est aussi un lieu privilégié du contact à travers la caresse ou l'érotisme ou les nombreux gestes qui relient aux autres au fil du quotidien, ou à l'inverse, la peau est aussi une zone de rupture à travers notamment la violence, etc. Alors nous tenons à notre peau car elle nous attache au monde et nous procure les repères sensoriels nécessaires à la conduite de la vie. Elle vaut pour l'individu en son entier, comme le rappellent un certain nombre d'expressions. On a quelqu'un dans la peau, on sauve sa peau, on est bien ou mal dans sa peau, on veut faire peau neuve, etc. Vous voyez que la référence à la peau est une sorte de métonymie de la présence. La peau est doublement l'organe du contact, c'est-à-dire je touche cette table, je suis dans la tactilité, j'évalue sa texture, mais en même temps ce qui est fascinant c'est que le vocabulaire du toucher, le vocabulaire cutané, le vocabulaire tactile sert en permanence à mesurer la qualité de la relation que nous avons avec les autres et avec le monde. Le monde finalement serait une histoire de peau. Et aussi, peut-être, toute notre histoire personnelle ne serait qu'une histoire de peau. Je vais vous en donner un certain nombre d'exemples. On parle évidemment de la qualité du contact que nous avons avec les autres. Là, vous voyez, c'est direct. Je suis en contact avec la table et nous sommes en contact les uns avec les autres. Donc le vocabulaire cutané déborde la seule référence tactile pour dire également le sens, la signification, la valeur de l'interaction. Donc on a un bon ou un mauvais contact avec les autres, on tend la main à celui qui est en difficulté ou on le laisse tomber, le courant passe ou non, on se tâte avant de prendre une décision. Le fait de sentir renvoie simultanément à la perception tactile et à la sphère des sentiments. Quand on dit « je ne le sens pas du tout celui-là », etc. Avoir du tact ou du doigté consiste à effleurer l'autre sur des sujets délicats par des manières justes et discrètes qui préservent son compte à soi, sans le tenir malgré tout à l'écart d'une information essentielle. Cette délicatesse témoigne d'une intuition de la distance à tenir envers quelqu'un aménagé. Une formule touche juste, elle atteint la corde sensible ou elle la fait vibrer. On a le sens du contact, on sent bien les choses grâce à une sensibilité à fleur de peau et on joue alors sur du velours. On est piqué au vif, où on a mal à cause d'un contact qui donne des boutons, qui hérisse le poil, qui tape sur les nerfs, surtout si on est trop sensible et si on a des réactions épidermiques. Une remarque acérée blesse, écorche, heurte, ou bien elle fait suer. Et on peut aller plus loin dans la vulgarité. Une parole fait froid dans le dos ou réchauffe le cœur. Elle donne la chair de poule ou l'urticaire. Elle soulage ou elle irrite. La gêne fait piquer un phare, une scène frappe, elle est poignante, le séducteur essaie de faire une touche, une relation est brûlante, tendre, douce, tiède, piquante, etc. On peut être un personnage onctueux, piquant, collant, ou alors on peut être une peau de vache, un dur, ou un mou. On risque sa peau dans une situation périlleuse, une personne est chaleureuse, glaciale, etc. Bon, on peut comme ça continuer longtemps. Dans mon livre sur l'anthropologie des sens, j'en avais écrit presque une page en m'amusant. Mais c'est un lien fascinant, vous voyez, sur un plan anthropologique, parce qu'on retrouve ça dans d'innombrables langues, ce saut entre le contact cutané et le contact relationnel. Et c'est pas pour rien que la peau, évidemment, par exemple, est au cœur des conduites à risque de nos jeunes. Ils ont perdu le contact avec les autres, avec le monde, et ils se cognent en permanence contre un monde qui leur échappe pour essayer de se reconquérir, justement, parce que leur peau ne fait plus limite, leur peau n'est plus dans la consonance du monde qui les entoure. Et ils ont besoin de savoir qui ils sont, de retrouver donc des limites de sens, en quelque sorte, qui leur échappent et qu'ils vont retrouver à travers la douleur, à travers la sensation du manque ou à travers des quêtes de sensations brutales, l'alcoolisation ou des prises de drogue ou d'autres choses du même ordre. Donc vous voyez déjà à travers tout le vocabulaire que je vous ai évoqué, et on aurait exactement le même en anglais ou dans d'autres langues, la peau est un seuil. La peau est un seuil, elle est à la fois une instance d'ouverture et de fermeture au monde.
si vous connaissez Georges Simmel, on pourrait presque prendre la métaphore de la porte pour qualifier la peau. Elle ouvre au monde ou elle ferme au monde, de la même façon qu'une porte peut s'ouvrir ou se fermer. Et dans nos pratiques sociales, culturelles ou individuelles, nous sommes en permanence dans ce jeu de l'ouverture ou de la fermeture en fonction des circonstances. Alors la peau est une frontière symbolique entre le dehors et le dedans, l'extérieur et l'intérieur, l'autre et soi. Elle est une sorte d'entre-deux, elle fixe une limite mouvante de la relation de l'individu au monde. Elle est une surface de projection et d'introjection du sens. Elle incarne l'intériorité, elle est le chemin qui mène à la profondeur de soi. Elle est un sismographe du sentiment d'identité. Elle traduit des états d'âme, entre guillemets, en ce qu'elle cristallise quelque chose du lien social, et particulièrement de ses nouages, de ses incidents. Elle est aussi un lieu où résoudre des tensions, ou défaire des crispations. En changeant quelque chose de son corps, on cherche toujours à changer quelque chose de son existence. Le rapport au monde de toute personne est une question de peau et de solidité de la fonction contenante, comme disent les psychanalystes. Instance, la peau, donc instance frontière, qui protège des agressions extérieures, du froid, de la chaleur, des chocs, etc. Instance frontière qui protège des agressions extérieures ou des tensions intimes. Elle donne à l'individu le ressenti des limites de sens qui l'autorisent à se sentir porté par son existence et non en proie au chaos ou à la vulnérabilité. Par excellence, la peau est un objet transitionnel. Je fais un clin d'œil à Winnicott, si vous l'avez lu. L'objet transitionnel, je vous rappelle, c'est le petit nounours de l'enfant qui lui permet d'exorciser la séparation avec sa mère. Et on pourrait dire que notre peau est aussi un objet transitionnel dans la mesure où souvent elle nous permet de faire des transitions entre des moments difficiles ou de franchir des moments difficiles à travers le travail thérapeutique, par exemple, qu'on peut faire sur soi, le travail de massage ou d'autres choses du même ordre. Donc la peau est à la fois un lieu de crispation des tensions. Je ne sais plus si je vais en reparler, mais je suis souvent frappé par le fait que les maladies de peau sont souvent des maladies du contact également. Les dermatologues le savent bien, particulièrement d'ailleurs chez les tout-petits et chez les personnes plus âgées. Avoir des problèmes de peau, c'est avoir des problèmes de contact, des problèmes de solitude, des problèmes de manque de reconnaissance et autres, comme si la peau lançait un appel. Il y a des très beaux textes de Didier Anzieux là-dessus, sur le fait que la peau s'auto-stimule, manque de stimulation extérieure, et en même temps, elle s'inscrit dans le paradoxe de repousser l'autre. Les maladies de peau ne sont pas toujours des maladies... Enfin, il y en a de beaux exemples à l'intérieur du musée, évidemment, donc ce sont plutôt des maladies qui amènent la répulsion, mais c'est l'ambivalence de la condition humaine, à la fois d'appeler le contact, de crier, et puis de susciter en même temps le dégoût d'un certain nombre de proches. Mais si la peau est un lieu de crispation des tensions, elle est aussi évidemment un lieu de résolution des tensions à travers d'innombrables pratiques thérapeutiques, ou simplement même la caresse, la tendresse, l'amour, etc. La peau est aussi une frontière physique et morale entre soi et le monde qui révèle toujours ce qui se joue également de l'adhérence ou des écarts entre le moi psychique et le moi corporel. Surface d'inscription du sens et du lien, la peau est un seuil dont on élargit ou non la portée, et parfois même à son insu. C'est un écran où l'on projette une identité rêvée en recourant aux innombrables mises en scène de l'apparence. Elle enracine le sentiment de soi dans une chair qui individualise. Les marques corporelles, comme le tatouage, les piercings, les implants, etc., sont en ce sens des butées identitaires, des manières d'inscrire des limites de sens à même la peau. J'y reviendrai tout à l'heure. Sans doute aussi anciennes que les hommes, surtout sous leur forme provisoire, renvoyant aux manières de se coiffer ou de décorer sa peau avec des pigments naturels, elles participent, ces modifications corporelles, elles participent de l'appropriation symbolique de soi et du monde environnant. Dans nos propres sociétés individualistes, quiconque ne se reconnaît pas dans son existence peut intervenir sur sa peau pour la ciseler autrement. Agir sur elle revient à modifier l'angle de sa relation au monde. Tailler dans la chair, c'est tailler une image de soi désirable en remaniant la forme.
La peau est une instance donc de fabrication de l'identité, à telle enseigne que des marques délibérément ajoutées deviennent des signes d'identité arborés sur soi. Le sentiment de soi s'enracine donc sur les sensations corporelles et particulièrement sur la peau en tant qu'elle est le lieu immédiat de contact avec les autres et avec le monde. La peau est une première ligne de défense, elle est donc une ligne de sens face à la complexité du monde environnant. Carapace pour les uns, elle est une zone de contact pour les autres, selon leur histoire personnelle. Quelques mots autour de l'adolescence. Lors du passage adolescent, surtout, mais souvent aussi après, le corps est un champ de bataille de l'identité. La peau, qui en est l'instance contrôlable, est un recours immédiat et commode pour se changer soi et en conséquence changer son rapport au monde. En remaniant les frontières, et notamment à travers le tatouage, mais aussi les scarifications, en remaniant les frontières, le jeune cherche à s'inscrire dans une autre dimension du réel. Il est dans un processus d'institution de soi. Si le corps est à l'adolescence, le lieu de l'autre le plus proche, puisque l'adolescent a l'impression que son corps lui échappe, son corps n'est pas lui, etc. Donc si le corps est à l'adolescence, le lieu de l'autre le plus proche, il importe alors de conjurer ses menaces et de l'apprivoiser, de le faire sien, de se l'approprier, entre guillemets, comme le disent si souvent les jeunes après un tatouage. Ainsi, par exemple, la peau participe de manière intense au processus de séparation-individuation qui caractérise le passage adolescent avec force. Séparation des parents, individuation, devenir un garçon, enfin devenir un homme, une femme, etc. Donc la peau participe de manière intense au processus de séparation-individuation qui caractérise le passage adolescent avec force, mais toujours elle demeure une instance signifiante essentielle pour l'estime de soi et la modulation du rapport au monde. Et là, au moment de l'adolescence, particulièrement, mais ça peut jouer aussi après, il y a ces deux grandes directions, soit la signature, on signe son corps m'appartient, je me réapproprie mon corps, je suis fier de mon corps, je suis heureux de mon corps, et le tatouage, le piercing, les implants ou autres peuvent être vus comme des signatures personnelles de leur corps. Mais de l'autre côté, il y a ces innombrables adolescents qui se sentent enfermés dans un corps de dégoût, dans un corps dans lequel ils ne se reconnaissent pas, et à ce moment-là, ils vont essayer de l'écorcher, de le brûler, de l'arracher, parce que c'est un corps qui les renvoie à une identité absolument insoutenable, particulièrement après des abus sexuels, des incestes, mais ça peut être aussi le manque d'amour, le sentiment d'être moche, d'être nul, d'être bête, de ne pas avoir été investi par un regard aimant de la mère, du père ou de la famille, ou des filles ou des garçons qui sont rejetés violemment par leur père qui ne veulent plus les voir, ou par leur mère qui ne veut plus les voir. Et donc on a affaire à des gamins qui vivent une tragédie personnelle qui n'en finit plus et qui voudraient s'arracher à eux-mêmes d'une certaine manière. Et donc ils tentent symboliquement de s'arracher la peau. Voilà. Donc, si vous voulez, on va maintenant se balader. Je vais être plus vivant entre guillemets. Je vais vous faire des citations avec de gens que j'ai pu croiser dans mes recherches. Mais d'abord, peut-être deux, trois réflexions encore sur la peau, et puis après, j'aborderai d'abord tatouage, piercing, et puis après scarification, attaque au corps, etc. Donc, quand on est justement mal dans sa peau, une solution est de changer de peau pour être mieux dans son existence et trouver donc un angle plus propice dans sa relation avec les autres. En modifiant l'image de soi, on modifie le regard des autres sur soi et on régénère ainsi l'estime de soi en se reconnaissant davantage dans cette image offerte à l'appréciation de la scène publique. Sur la peau s'inscrit une vision du monde, une image de soi. La constitution d'une géographie cutanée personnelle autorise aussi une singularisation du sujet. Toutes ces transformations de l'architecture de la peau produisent aussi des intensités libidinales, des lieux de désir pour soi ou pour les autres. Elles sont les hauts lieux de l'autostimulation ou des caresses et des attentions des partenaires. Quand vous êtes face à une personne tatouée, je crois que chacun de nous, on a ressenti une impulsion, on a envie de toucher, on a envie de voir la différence entre la partie qui est tatouée et le reste de la peau. Et puis vous savez combien aussi les personnes tatouées ou piercées touchent énormément leur tatouage ou le regardent régulièrement. Si c'est un piercing, il le tâte, s'il est dans la langue,
il le suçote toute la journée. Bon. C'est un véritable objet transitionnel, d'ailleurs. C'est un objet pour se rassurer. C'est dans les moments d'angoisse, dans les moments où ils sont mal dans leur peau, justement, un peu en situation d'incertitude. C'est un haut lieu de repli. Mais en même temps, c'est un haut lieu de repli, un haut lieu d'investissement de leur corps par leur partenaire dans la vie amoureuse. C'est le lieu qui sera caressé de manière privilégiée, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que le tatouage, les piercings, les implants, etc. sont des manières de fabriquer des intensités libidinales sur le corps, de narcissiser un point particulier du corps qui deviendra une sorte de capital dans leur image du corps. Ces dernières décennies, et surtout dans les années 80, à partir des années 90, le corps est devenu une matière première de la fabrique de soi. Alors c'est le culte de la minceur à travers les régimes alimentaires, la chirurgie et puis d'autres pratiques comme la chirurgie esthétique, le culturisme, le fitness, les modifications corporelles, etc., etc. Donc je parlerai davantage ce soir des modifications corporelles, du tatouage, du piercing, etc., qui ont saisi la planète ces dernières décennies, qui ont complètement transformé d'ailleurs le statut du tatouage. Je disais tout à l'heure en évoquant Montalbán, dans nos sociétés, la culture traditionnelle du tatouage, longtemps dominante, relevait plutôt d'une culture populaire, d'une culture masculine, hétérosexuelle, visant surtout à affirmer une virilité, une force de caractère, une agressivité. C'était un signe de rébellion, de dissidence, qui touchait plutôt des populations en rupture, plutôt des truands, des prostituées, ou des ouvriers, mais qui se voulaient à l'encontre de la société bourgeoise à une époque. Dans les années 60-70, on parlait volontiers des bourgeois, et Georges Brassens chantait sa haine des bourgeois, etc. Le tatouage s'inscrit bien dans cette logique-là de dire merde à la société, et avec un signe d'excentricité en quelque sorte. Et puis vous voyez le redéfinition absolument radicale, mais qui est liée aussi, je n'ai pas trop le temps de vous en parler, mais à l'histoire du tatouage, et notamment aux États-Unis, le fait que dans les années 70, des grands tatoueurs américains se sont initiés à d'autres formes d'esthétisme, en s'initiant auprès des Japonais, auprès des Amérindiens, en Polynésie ou ailleurs, et plutôt que de dessiner des personnages à la Jerry Saylor, comme il y en a quelques-unes en bas, qui sont exposées dans le musée, donc plutôt des images de bande dessinée, ils ont plutôt inventé ils ont inventé un body art, si vous voulez, un body art qui a, au fil des années, envahi la planète. Dans les années 70-80, le tatouage reste encore un phénomène plutôt d'artistes, de comédiens, de quelques personnes, et puis progressivement, dans les années 90, on voit également dans les années 80, les premiers tatouages, et puis le tatouage s'est diffusé. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit de... Tout le monde, énormément de gens sont tatoués, tous les sportifs le sont. Regardez, les compétitions officielles sont incroyables. On cherche qui n'est pas tatoué, levez la main, et personne ne lève plus la main. Non, je veux dire dans les équipes. Dans le milieu du comment on appelle ça, de l'art, dans le milieu du people, sportifs, etc., des animateurs de télévision ou ailleurs, ils sont quasiment tous tatoués. Et je me souviens, quand je commençais mes enquêtes là-dessus, à la fin des années 90, début des années 2000, on me disait on est réprimé, on est réprouvé, tu vois jamais une personne tatouée dans une banque, etc. Aujourd'hui, c'est totalement faux. On est accueilli dans des banques ou dans des hôtels avec des personnes qui ont des piercings, qui ont des tatouages. Et ça s'est fait donc en l'espace d'une vingtaine d'années, où la réprobation sociale s'est retournée en un signe d'excellence, d'une certaine manière. Donc le tatouage, qui autrefois était plutôt un indice d'une culture populaire virile, masculine, etc., est devenu aujourd'hui vraiment a investi l'ensemble de la population et devient plutôt, et notamment chez les jeunes générations, ça devient très difficile pour un jeune de n'être ni tatoué ni piercé. Et ça commence à 12-13 ans, j'imagine que certains d'entre vous sont parents. Vous voyez déjà, maman, papa, je voudrais un tatouage, un piercing. Bon, la loi interdit
ces transformations corporelles jusqu'à 18 ans, mais en revanche, évidemment, avec la présence de ses parents ou l'autorisation de ses parents, on peut, même des tout jeunes peuvent se faire tatouer ou piercer. Et puis, donc, c'est devenu une culture adolescente qui a gagné le monde entier, comme vous le savez. Alors voilà, donc multiplication des marques corporelles, je ne vous parlerai pas trop du burning, du branding, des langues coupées, de tous ces trucs, et parfois même des mutilations corporelles revendiquées par un certain nombre d'hommes ou de femmes. On pourrait même aussi à la limite parler de la culture queer, du transsexualisme, du transgenre, etc. C'est-à-dire la volonté dans nos sociétés contemporaines d'avoir un corps à soi, un corps pour soi, singulariser son corps, avoir un corps qui n'appartienne absolument qu'à soi. Ça, c'est un phénomène sociologique très intéressant. L'individualisation du sens dans nos sociétés va de pair avec une volonté d'individualiser son corps. Bon. Et donc le tatouage, le piercing entre dans ces logiques-là de manière relativement douce, puisque là, la modification du corps reste élémentaire, si on peut dire, mais dans d'autres circonstances, ça peut être une transformation plus radicale, évidemment, du corps, ne serait-ce que dans le culturisme, par exemple, ou d'autres pratiques. Donc dans une société du look, dans une société de l'image, dans une société du spectacle, dans une société de la surface, un monde de la tyrannie de l'apparence, toute marque visible sur le corps devient un signe d'identité. La peau s'érige alors, oui je l'ai dit tout à l'heure, en instance de fabrication du sentiment de soi. L'individu essaie de mettre hors de soi, à la destination des autres, ce qu'il est à l'intérieur. La peau se mue alors en une sorte de langage direct ou indirect. Elle devient une porte que l'on ferme ou que l'on ouvre de manière tout à fait évidente. Alors, quelques mots autour du tatouage et du piercing. Je vois que le temps est passé vraiment à une vitesse fulgurante, comme à chaque fois. J'ai toujours l'impression d'avoir parlé quelques minutes. Alors, donc, le tatouage et le piercing, ou les modifications corporelles, donc, touchent des populations multiples. Ne croyez en aucun cas que ce soit des gens mal dans leur peau et autres. Je crois que dans l'immense majorité des cas, ce sont des gens qui étaient bien dans leur peau et qui veulent être encore mieux dans leur peau en recourant à des signes de reconnaissance qui pour eux sont importants dans leur choix, dans leur dessin, dans le fait que c'est tel tatoueur ou tel pierceur qui les leur a donné. Donc je vais très rapidement vous donner un certain nombre de significations qu'on retrouve assez souvent dans les marques corporelles. Donc la première signification, évidemment, elle est esthétique. Il s'agit d'esthétiser son corps, d'embellir son corps, de le rendre plus beau. Et je vous rappelle que le jugement des uns n'est pas le jugement des autres, parce que j'entends souvent des parents dire de leurs enfants il a un tatouage absolument affreux, etc. Mais ça n'a pas de sens, parce que c'est comme on dit souvent, le monde est une question de goût enfin on ne discute pas plutôt du goût et des goûts et des couleurs. Et donc là où l'ado trouve que son tatouage est absolument sublime, il est clair que les parents vont souvent trouver ça absolument infect, mais les enfants ont raison, et les parents ont raison, mais là ce sont des jugements de valeur, donc c'est pas très intéressant de dire de quelqu'un qui est tatoué que son tatouage est affreux, parce que pour cette personne, son tatouage revêt une signification très précise, extrêmement intense, et parfois c'est le comble même de la beauté. Je pense aux gothiques, par exemple, qui se font souvent traiter de tous les noms, et on trouve que ils ont des goûts vestimentaires affreux, les filles se maquillent de façon abominable, etc. Ce ne sont que des jugements de valeur et dont nous devrions nous garder absolument, parce que on n'aime pas trop qu'on nous dise qu'on n'est pas beau ou autre. Je crois que personne ne supporte ça, mais par contre on le fait volontiers devant des ados qui se cherchent, qui sont dans des phases de transition, et donc quand on les attaque comme ça, ils risquent fort de se rebeller encore davantage et d'en rajouter une couche qui choquera encore plus le père ou la mère qui se sera insurgé contre le tatouage de son fils ou de sa fille. Donc voilà, rappelez-vous que là on a affaire à des jugements qui sont strictement personnels, et l'esthétisation de l'un peut être effectivement un repoussoir pour l'autre, mais ce qui importe, c'est la signification de la personne qui porte le tatouage, et pas le jugement des autres. Pour les ados, il y a évidemment une filiation à une classe d'âge. Le tatouage est d'abord, je crois, une culture de classe d'âge dans le monde d'aujourd'hui.
même si énormément d'aînés sont tatoués et piercés, mais ça a envahi la jeunesse, comme vous le savez bien. Alors je vous donne quelques exemples de l'ambivalence des ados dans leur volonté de personnaliser leur corps, comme ils le disent, ou de s'approprier leur corps. Des phrases assez amusantes, vous allez voir, mais qui témoignent bien d'adolescents et qui se cherchent justement. On n'est pas là pour les juger, mais pour les comprendre. Voilà par exemple ce que dit Claire. Elle dit « Ma rencontre avec le piercing, c'est pour avoir une boucle d'oreille ailleurs que sur le bas des oreilles. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai voulu ça parce que c'était la mode. Ouais, j'ai voulu faire ça pour avoir quelque chose de différent par rapport aux autres. » Oui, c'est une phrase absolument comme avec des montagnes russes. Elle vous dit d'abord la boucle d'oreille ailleurs que sur le bas de l'oreille. Parce que, évidemment, la boucle d'oreille est complètement ringarde pour les ados d'aujourd'hui. Il faut avoir un piercing ailleurs que au bas des oreilles. Donc, si possible, sur la langue ou autre, là où ça va choquer, évidemment, profondément les parents. Donc, avoir une boucle d'oreille ailleurs que sur le bas des oreilles. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et là, vous voyez, on est dans les logiques du marketing, etc. Je voulais absolument acheter cette robe, ne me demande pas pourquoi, il me la fallait sur le moment. On est dans l'impulsion, donc un truc très ado, mais très, très marqué, à mes yeux, par le marketing. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, j'ai voulu faire ça parce que c'était la mode. Alors, ok, elle ajoute après, j'ai voulu faire ça pour avoir quelque chose de différent par rapport aux autres. Alors, si on traduit, ça veut dire j'ai voulu faire comme mes copines et j'ai voulu absolument me distinguer des adultes qui sont des ringards, qui ne comprennent rien, et à l'image de ma mère ou de mon père, avec qui je suis en conflit permanent, enfin, ce qui n'empêche pas l'amour évidemment, mais avec qui je ne m'entends pas du tout. Voilà, donc volonté de se différencier, de se démarquer des parents, de s'autonomiser, etc. Alors d'autres exemples, parfois qui sont un peu durs. Sandra, par exemple, qui nous dit « Je ne suis pas comme tout le monde, je n'aime pas les moules, je refuse d'y participer, les gens sont tous identiques, un piercing, ça me différencie. » J'adore cette phrase, c'est absolument sublime. Mais qui est dit d'ailleurs avec un sérieux absolu, c'est la revendication. Moi je suis unique au monde grâce à mon piercing. Ou encore celle-là, là c'est un garçon qui dit « J'ai essayé avec des fringues, mais ça tape pas assez. Je voulais me différencier. » Alors celui-là est encore plus rigolo. Je voulais être différent des autres, j'ai fait comme les gens qui veulent se marginaliser. Suivez le mode d'emploi. Il a 20 ans, il s'appelle Luc. Bon, comme ça, je pourrais vous en citer des tas, mais qui montrent bien cette ambivalence de l'adolescence ou des jeunes générations à la recherche d'elles-mêmes. Mais il faut d'abord trouver des repoussoirs et puis trouver des modèles qui permettent d'exister. Alors, s'agissant justement de cette volonté d'autonomie, quand je menais mon enquête à Strasbourg sur le tatouage et le piercing, une de mes collègues, ethnologue pourtant, est venue me voir un jour en colère et m'a dit « David, tu travailles sur le piercing. Tu sais que ma fille qui a 16 ans m'a dit « Maman, je veux absolument me faire un piercing. » Je lui ai dit « Jamais, c'est moi qui t'ai fait, je ne veux pas que tu touches à ton corps. » Et elle s'attendait à ce que je sois dans l'approbation, évidemment, de en aucun cas, évidemment. Je me suis dit que si j'avais été sa fille, j'aurais foncé à la première boutique. Et le nombre de mères qui disent à leur fille « Tu ne me feras pas ça ». Bon, alors vous voyez effectivement comment il y a un enjeu identitaire qui est vraiment très intéressant, et particulièrement du côté des filles et du côté du piercing d'ailleurs. Pas pour rien que les piercings se font au nombril et sur la langue, c'est-à-dire des hauts lieux de transcouper le cordon ombilical, signer son cordon ombilical comme étant le sien et n'étant plus relié à la mère, et puis la langue comme étant le lieu de la parole, mais en même temps le lieu de l'oralité, c'est-à-dire d'un ancien rapport fondamental à la mère qui est en quelque sorte réassigné, redéfini, etc. Voilà, donc je crois que pour les ados, il y a ces enjeux d'identité qui sont très importants, mais aussi pour les parents. D'où je ne cesse de rencontrer encore aujourd'hui des parents qui me prennent à témoin et qui croient que je vais leur dire « Oui, en effet, le tatouage, c'est affreux, comment peut-on se tatouer ?» Mais voilà, qui viennent vers moi pour me dire « Vous ne pouvez quand même pas accepter ça, c'est vraiment pas beau en plus, et tout ça. » Donc, je fais un travail éducatif. Ce qui fait que d'ailleurs un jour les tatoueurs et les piercings m'ont dit on vous doit beaucoup.
en surestimant le nombre de mes lecteurs, sans aucun doute. Mais... En tous les cas, j'ai la réputation de calmer le jeu. Après avoir fait des conférences sur les tatouages et le piercing, les gens comprennent mieux, donc sont plus enclins à mieux accompagner leurs enfants. Et c'est ça qui est important. Et puis, il y a aussi la réparation de l'image du corps. Alors ça, c'est très intéressant pour les ados, parce que si vous vous rappelez vous-même quand vous étiez ado, on se sent tous moches, on se sent nul, on est trop gros, on est trop petit, trop mince. On a envie, on a l'impression que personne ne va jamais s'intéresser à nous. Et là, les ados, finalement, ont un moyen absolument radical et immédiat de changer complètement l'image de leur corps. Alors, je peux vous dire que j'ai rencontré énormément d'adolescents qui me disaient « Avant, j'avais horreur de mon corps. Maintenant, grâce à mon tatouage, grâce à mon piercing, je trouve que mon corps est beau et je le regarde souvent. » etc. Donc, je sais pas, l'image d'Épinal, c'est l'ado qui vous dit « Avant, j'avais horreur de mes seins, mais maintenant que j'ai des piercings au téton, je les trouve beaux, je les regarde, etc. » Le tatouage, le piercing au nombril, des filles qui ont un ventre un petit peu rebondi. Oui, l'été d'ailleurs, c'est fascinant. On voit des filles qui, dans cette société du culte de la minceur, elles sont fières d'arborer des ventres un petit peu rebondis avec des t-shirts bien, qui leur montrent la peau. Voilà, c'est la fierté d'arborer son corps, alors que sans doute dans d'autres circonstances, elles auraient eu honte, entre guillemets. Et là, je vous donne justement 2 citations que je trouve très fortes. Un garçon qui a 23 ans, il dit « Mon tatouage, c'est personnel. J'avais honte physiquement de mon corps. Jamais je ne me mettais en t-shirt. J'avais toujours des manches longues, le pantalon jusqu'en bas des jambes, et même sur la plage. J'avais vraiment honte de mon physique, de mon corps. À partir du moment où je me suis tatoué, les complexes ont disparu. J'ai osé me montrer. » Vous voyez, cette rectification de l'image du corps, cette réparation de soi, qui est une véritable remise au monde. Celui-là aussi qui dit je me trouve bien mieux maintenant. Avant, je ne m'aimais pas du tout. Et je pense que les autres doivent penser pareil. Ce n'est pas parce que je me trouve plus beau. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est une manière que j'ai d'assumer mon corps. Bon, là, le franchissement d'un passage, moi je résume en 2 mots pour pouvoir parler des scarifications qui sont, à mon avis, bien plus importantes dans le monde d'aujourd'hui. Donc le franchissement d'un passage, beaucoup de tatouages sont faits à la faveur d'un événement fort, première relation amoureuse, réussite à un examen, parfois décès d'un proche, de quelqu'un énormément aimé, parfois ça peut être aussi le décès d'une star quelconque, et pour l'avoir dans la peau. Là on retrouve les métaphores justement cutanées, avoir quelqu'un dans la peau, mon père est mort mais je l'aimais, je veux l'avoir dans la peau définitivement, ou tel chanteur m'a énormément marqué, m'a aidé à grandir, je veux qu'il soit, je veux ne jamais me oublier. Ça c'est très, j'ai souvent entendu ça de la part des ados. Je veux ne jamais oublier ma rencontre avec cette personne, etc. Comme si le corps devenait une archive de leur vie. Et j'ai souvent entendu d'ailleurs des tatoueurs me dire « Sur mon corps, il y a toute mon histoire. Si je regarde tel tatouage, je me revois à tel moment. Je regarde tel piercing, je revois ce que j'ai vécu à tel moment. » Voilà, c'est particularité du monde d'aujourd'hui aussi, où on a besoin de concrétiser en quelque sorte notre histoire, peut-être dans un monde qui est celui de la liquidité, comme dit Bauman, un monde qui va à une vitesse absolument folle, et où on a besoin d'avoir des repères stables, s'ancrer quelque part. Et s'ancrer, d'ailleurs, vous voyez, on peut jouer avec les mots, parce qu'à la fois on s'ancre, on se donne des repères, des butées identitaires à même la peau, et puis on entre de l'encre dans sa peau. Et puis parallèlement, donc surinvestissement, on peut dire, de l'apparence et de la peau. En contre-coup, immanquablement à mon avis, on devait avoir les attaques au corps. C'est-à-dire que si des millions d'ados sont heureux d'être eux-mêmes et sont bien dans leur peau, il y en a aussi énormément, en pourcentage moindre évidemment, mais qui sont infiniment mal dans leur peau et qui supportent mal de voir cette peau qui est sans arrêt, enfin cette apparence qui est en permanence affichée partout. Et on a vu apparaître, pratiquement à la même époque que la prise sociologique d'importance du tatouage et du piercing, on a vu la prise d'importance des scarifications, des brûlures, des attaques au corps de manière généralisée. Mais c'est plutôt les scarifications et les entailles que les adolescents se font.
Je vous donne 2-3 exemples pour vous dans les 10 minutes qui me restent, en gros, pour vous donner les éléments d'analyse, et puis après on pourra échanger ensemble. Mais je vais d'abord vous donner 2-3, plutôt que de faire les analyses comme ça avant, je vais vous donner 2-3 exemples, et puis je ferai les analyses. Alors peut-être un peu l'archétype du recours aux scarifications. C'est un jeune homme, il arrive un matin, c'est un ami médecin qui m'a raconté cette histoire, et il arrive à la consultation du médecin généraliste pour un prétexte quelconque, je sais pas, il est enrhumé ou autre, et le médecin lui demande d'enlever son t-shirt pour effectuer la consultation, et le type enlève son t-shirt, et le médecin, avec horreur, voit qu'il a des balafres terribles sur le ventre. Le médecin, bouleversé, lui dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et le jeune homme répond « C'est avec ma femme, on s'entend plus, elle fait des choses qui me font énormément mal, et quand je lui explique, quand j'essaie de parler avec elle, elle se moque en permanence de moi, et je n'arrive absolument plus à parler avec elle. » Et ce jour, c'était quelques jours précédemment, on mangeait ensemble, et je lui ai encore dit ta conduite, ça me fait mal, etc. Elle s'est encore moquée de moi, et j'en pouvais plus. J'ai pris le couteau qui était sur la table, j'ai déchiré mes vêtements, je me suis lacéré, et j'ai dit à ma femme, tu vois, ce que je me fais, ce n'est rien par rapport à ce que toi, tu me fais. Ce que je me fais, ce n'est rien par rapport à ce que toi, tu me fais. C'est une phrase absolument extraordinaire et extrêmement puissante sur le plan anthropologique et qui permet aussi de comprendre les scarifications. Chez cet homme, vous voyez, il y a un sentiment d'impuissance à convaincre une femme que manifestement il aime, qu'elle lui fait mal, et donc il n'arrive pas à la convaincre, je ne sais pas, de changer d'attitude, de se séparer, je ne sais pas. Et donc il est dans cette situation d'impuissance. Et il y a une souffrance qui monte en lui, il y a une espèce d'hémorragie, un sentiment de breakdown, comme dirait Winnicott, un sentiment d'effondrement. Et il faut, pour pouvoir revenir au monde, si vous voulez, il faut immédiatement que ça s'arrête, parce que c'est insupportable d'être dans cette situation d'impuissance, de n'avoir aucun impact sur le monde. Le fait de s'entailler à ce moment-là pour cet homme, c'est une manière de faire sortir tout ça, au sens réel et symbolique. Une manière de faire sortir tout ça, une manière de matérialiser sa souffrance à travers le sang qui coule, une manière de montrer à sa femme avec un argument absolument sidérant cette fois, qu'elle lui fait vraiment mal, même si elle n'a pas l'air du tout de comprendre. Et puis c'est une manière de jouer la douleur contre la souffrance. C'est-à-dire la douleur qu'on contrôle contre la souffrance qui est absolument insaisissable. La souffrance, elle est dans la vie, elle est provoquée par les autres, nous n'avons aucune prise sur elle. En revanche, la douleur, c'est moi qui décide si j'ai envie de m'entailler, c'est moi qui décide de la profondeur de mon entaille. Donc il s'agit de jouer la douleur contre la souffrance. Et en même temps que la personne s'entaille, évidemment, elle redevient vivante, elle redevient réelle, c'est-à-dire elle redevient acteur en quelque sorte des circonstances, alors qu'il y a eu un moment vraiment d'effondrement, de saisissement, d'horreur. Et c'est ce que vivent énormément de nos adolescentes ou de nos adolescents, plus rarement des garçons, cette montée de la souffrance, quand par exemple une adolescente se remémore l'inceste ou une violence sexuelle quelconque, elle est là, ça monte, et il y a quelque chose d'absolument intolérable, il faut absolument que ça sorte. Et elle n'a pas d'autre moyen sur le moment que ça passe par l'entaille, par le fait de faire sortir cette souffrance, d'en reprendre le contrôle. Fondamentalement, il y a une reprise de contrôle, comme dans beaucoup d'ailleurs de conduites à risque, qui sont presque toujours des reprises de contrôle en se faisant mal soi-même d'une souffrance qui est déjà dans leur vie. D'ailleurs, pour moi, la formule des scarifications, c'est se faire mal pour avoir moins mal. Ou pour le dire autrement, se faire mal à son corps, entre guillemets, c'est un petit peu dualiste, surtout moi qui ai tellement écrit sur le corps, ça, des choses comme ça, mais ça permet de mieux comprendre. Se faire mal à son corps pour avoir moins mal dans sa vie, si vous voulez. Les scarifications, c'est profondément ça. Et donc, avec un jeu sur la douleur, c'est une porte sur l'anthropologie de la douleur, qui montre que la douleur n'est pas seulement destructrice, comme on aurait tendance à le penser de prime abord, en pensant à l'hôpital et aux douleurs liées au cancer, aux maladies terminales, aux séquelles d'un accident, etc. Mais non, le paradoxe, c'est que dans la société humaine, on peut recourir à la douleur pour pouvoir continuer à exister. Parce que la douleur nous donne des limites.
Et rappelez-vous d'ailleurs, ce grand écrivain suisse de Genève, si ma mémoire est bonne, c'est Fritz Zorn, dans Mars, quand il a cette phrase absolument fulgurante, « Partout où j'ai mal, c'est là où je suis ». Parce que ça permet, c'est un abîme de sens pour une anthropologie de la douleur, et en même temps ça permet de comprendre les scarifications, ou ça permet aussi de comprendre pourquoi tant de nos adolescents se font tellement mal à travers des pratiques où ils abîment leur corps, où ils se cognent contre les autres, où ils se cognent contre le monde. C'est qu'en effet, la douleur nous procure parfois une limite. Quand on a tout perdu, on peut encore se raccrocher à une douleur pour pouvoir continuer à vivre. Un dernier exemple, et puis on continuera après à échanger, mais pour vous montrer la dimension anthropologique également de ces attaques au corps, après notamment des abus sexuels. Comment finalement les scarifications sont un rite privé, je parle exprès de rite, et j'y associe le terme privé, des rites privés de conjuration d'une souffrance, avec une polysémie, énormément de significations qui s'enchevêtrent. Voilà. C'est une adolescente, elle s'appelle Lucie, elle a été victime d'un inceste qui l'a démolie, et elle s'entaille régulièrement, et voilà ce qu'elle dit de ces entailles. C'est un peu comme si on arrivait nous-mêmes à gérer notre souffrance. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va nous faire du mal, comme dans le cas de l'inceste ou de l'abus sexuel. Ce mal, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Donc on a un contrôle sur la souffrance subie. D'autres choses entrent en jeu. C'est aussi, entre guillemets, dit-elle, un mal pour un bien. C'est laisser sortir une certaine souffrance qui pourrait être dite avec des mots et qui passe là par une maltraitance du corps. Donc il y a beaucoup de choses à reprendre, évidemment, dans le propos de Lucie. Vous voyez, c'est elle qui dit « gérer notre souffrance ». Gérer, ce terme d'entrepreneur. Et c'est beaucoup d'adolescentes ou d'adolescents vous diront « c'est la manière que j'ai trouvée de soulager ma souffrance. Quand je m'entaille, je me sens mieux. Ça me permet d'aller à l'école, ça me permet de continuer à vivre. » Et j'y reviendrai aussi peut-être en conclusion tout à l'heure là-dessus. C'est un peu comme si on arrivait nous-mêmes à gérer notre souffrance. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va nous faire du mal, comme dans le cas de l'inceste ou de l'abus sexuel. Ce mal, c'est nous-mêmes qui nous l'infligeons. Donc, vous voyez, c'est la reprise de contrôle. Je ne suis plus une victime passive, entre guillemets, c'est moi désormais qui me fait mal. Elle continue en disant, c'est aussi un mal pour un bien. Se faire mal pour avoir moins mal, pourrait-on dire aussi. Et puis elle dit, c'est laisser sortir une certaine souffrance qui pourrait être dite avec des mots et qui passe là par une maltraitance du corps. Alors, vous voyez, les mots ne suffisent pas toujours. Comme cet ado, elle a dû raconter son inceste déjà à un thérapeute, sans doute au médecin légiste ou autre. Mais vous voyez bien, ça ne suffit pas. Parfois, des psychothérapeutes ou des psychanalystes vous disent les scarifications, c'est pathologique, il faut que ça passe par le langage, etc. Mais je les mets au défi, eux, s'ils vivaient des trucs comme ça, d'en passer d'emblée par le langage. Je crois que pendant longtemps, les mots ne suffisent pas, parce que nous ne sommes pas uniquement des hommes ou des femmes de langage, nous sommes de chair. Notre présence au monde est une présence de chair. Donc la souffrance, ou plutôt quand on lutte contre la souffrance, ça doit passer par tout notre être, et notre être, il est aussi le corps, il n'est pas uniquement la parole. Donc des fois, il y a des choses qui sont très intimes qu'on dit, mais qui ne suffisent pas, qu'on dit à son thérapeute par exemple, mais qui ne suffisent pas. La souffrance est toujours là. Donc le corps, c'est-à-dire l'intégralité finalement de notre être, doit aussi parler, et c'est ce qui se joue donc à travers l'histoire de Lucie. Et puis là, je passe à un autre degré d'analyse. On ne peut pas ne pas y voir un rite de purification. Elle a été incestuée, pour reprendre la formule de Paul Racanier. Elle a été tuée par l'inceste, elle a été démolie. Elle essaie de se reconstruire. Elle vit la souillure. Pour elle, son corps est pourri, dégueulasse. À chaque fois qu'elle voit son corps, elle a honte, elle est dégoûtée. Eh bien, elle fait couler le mauvais sang. Et elle fait couler le sang de la souillure, le sang du dégoût, etc. On est bien dans un rite de purification. On est dans une sorte de saignée, comme le pratiquait la médecine encore jusqu'au début du siècle, mais c'est une saignée identitaire. On fait couler le mauvais sang. Et à ce moment-là, donc, elles retrouvent provisoirement, je sais bien, souvent elles sont obligées de recommencer, mais pendant un moment, en tous les cas, elles retrouvent leur souffle, elles retrouvent plus ou moins un goût de vivre, elles se sont provisoirement purifiées. Et après, elles recommencent, peut-être, mais en tous les cas, elles continuent à vivre pendant ce temps-là, elles ne meurent pas.
Et j'avais rencontré une jeune femme à Bruxelles d'une quarantaine d'années qui s'était incisée quand elle en avait une vingtaine, qu'elle était étudiante, et elle m'a dit les scarifications à l'époque, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas vouloir mourir. Et c'est là que je souligne le mot vouloir, parce qu'il montre bien que d'un côté de la balance, il y avait le suicide, de l'autre côté, il y avait les scarifications. Et les scarifications lui ont sauvé la vie. On pourrait dire les choses comme ça. Dans l'un de mes livres, j'ai analysé les scarifications comme une technique de survie, justement. Et vous voyez, je suis complètement opposé à l'idée de pathologiser ces conduites qui, pour moi, touchent des adolescentes ou des adolescents bien ordinaires, si je puis dire les choses comme ça, mais qui ont mal démarré dans la vie, parce qu'ils ont vécu des choses terribles, et que le seul moyen qu'ils ont trouvé jusqu'à présent de s'en défaire, c'est d'attaquer leur corps. D'autres, évidemment, ce seront des tentatives de suicide ou des suicides ou la toxicomanie. Pour d'autres, ce sera l'anorexie, qui est parfois corrélée aussi à des abus sexuels, pas toujours, mais ça peut l'être. C'est-à-dire le dégoût du corps, le dégoût de soi, une volonté de se défaire de son corps avec la drogue, et l'anorexie, c'est aussi typique, avoir un corps qui échappe au sexe, avoir un corps absolument méconnaissable, qui n'est plus un corps d'homme, qui n'est plus un corps de femme, qui est un corps neutre, un corps inqualifiable, mais en tous les cas qui ne va pas susciter l'appétit sexuel, entre guillemets, de l'autre. Et pour terminer, peut-être, je trouve que cette citation que je trouve magnifique de Muriel, qui avait une vingtaine d'années. À l'époque, elle avait 16 ans, amoureuse d'un garçon dealer, toxicomane. Ce jour-là, elle apprend que son copain est en prison et le monde s'effondre sous ses pieds. Alors, je vous rappelle que le statut de la souffrance quand on est adolescent n'est absolument pas le même que quand on est adulte. Méfiez-vous de l'adultocentrisme. C'est-à-dire de projeter une psychologie d'adulte sur des enfants ou sur des adolescents, qui ne vivent absolument pas dans le même monde que nous, adultes. L'enfance est dans son monde, l'adolescence est dans son monde. J'ai coutume des fois de dire que les adolescents sont comme des Amérindiens dans le monde d'aujourd'hui. L'ethnologue qui travaille avec des Amérindiens, il doit d'abord apprendre leur langue, leur culture, etc. Eh bien, quand on travaille avec des adolescents, il faut entrer dans leur langue, il faut entrer dans leur culture, entrer dans la singularité de leur rapport au monde. Et quand on est un adolescent, on n'a pas le recul de l'histoire de vie qu'on peut avoir en tant qu'adulte. On n'est pas capable de relativiser la souffrance qu'on éprouve. On la prend de plein fouet, elle est absolument écrasante. D'où d'ailleurs le propos que je récuse toujours quand on dit, après une tentative de suicide d'un ado, il a voulu se tuer pour des choses qui sont tellement ridicules, dérisoires, etc. Il a eu une mauvaise note, il a vu sa copine avec un autre garçon, le contraire. Et les adultes disent c'est futile. Mais pour l'adolescent, c'était absolument pas futile, puisqu'il a voulu en mourir, justement, de ça. Donc, il faut se méfier de la projection d'une psychologie d'adulte, entre guillemets, sur une psychologie d'adolescent. Donc, je reviens à Muriel. Son copain est en prison, et pour elle, c'est un abîme, une immense souffrance. Elle a l'impression que le monde entier s'acharne contre son couple, que son copain ne s'en sortira jamais, que le monde est vraiment pourri, et elle est absolument désespérée, comme on peut l'être à cet âge-là. Et elle marche dans les rues, et puis elle s'assoit sur un banc dans un jardin public. Ses yeux croisent un tesson de bouteille qui est là, il va prendre le tesson et elle va inciser sur son bras le prénom de son copain. Et voilà ce qu'elle dit quelques années plus tard, alors qu'elle a arrêté de se scarifier. Elle a d'ailleurs, à juste titre, si je puis dire, c'était pas un personnage très reluisant avec qui elle était amoureuse, dont elle était amoureuse, mais elle a fait une rencontre bien plus heureuse. Mais donc quelques années plus tard, quand je l'interroge, voilà ce qu'elle dit, ce qu'elle me dit pour essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Elle dit, t'es tellement malheureuse au fond de toi-même, c'est le chagrin d'amour, tu vois. T'es tellement malheureuse dans ton cœur, et alors tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur. Tu vois un peu comment le dire mieux. Tu te sens tellement malheureuse dans ton cœur, et tu te fais mal pour avoir une douleur corporelle plus forte, pour ne plus sentir ta douleur dans le cœur.
Tu vois un peu comment c'est. La douleur donc jouer la douleur contre la souffrance, comme je vous le disais tout à l'heure. Le cœur, c'est la souffrance, c'est incontrôlable. Par contre, le corps, vous pouvez colmater en quelque sorte, vous pouvez désamorcer la souffrance à travers la douleur, à travers ce que j'ai appelé une homéopathie symbolique. Hein. On attaque le mal par le mal, mais avec une dose infinitésimale, et dont le jeune est le maître d'œuvre. C'est lui qui décide du moment où il se fait mal. Et puis, un dernier mot, donc pour moi, les scarifications sont toujours provisoires, elles durent quelques mois, enfin quelques semaines, quelques mois, au pire quelques années. C'est rare qu'elles aillent au-delà, parce que le jeune va rencontrer quelqu'un sur sa route qui, immanquablement, un jour ou l'autre, lui donnera envie de grandir, envie d'exister. Et à ce moment-là, le jeune va réinvestir son corps. Parce que je crois qu'on ne peut attaquer un corps que s'il est complètement désinvesti. Mon corps, c'est de la merde, je le hais, je voudrais être quelqu'un d'autre, alors je peux l'entailler, je peux le démolir, je ne me reconnais pas en lui. Par contre, si vous entrez dans une relation amoureuse, par exemple, ce qui va être le cas de l'immense majorité de ces ados qui s'entaillent, alors à ce moment-là, à partir du moment où le corps est investi de désir, il devient désirable, et la personne reprend possession progressivement de son corps et découvre qu'elle peut se défaire de cette image extrêmement dépréciative d'elle-même. D'ailleurs, à l'image de cette sociologue américaine, c'est Kim Hewitt, que j'ai cité dans l'un de mes livres, qui a écrit « Mutilating the Body ». Et s'il a écrit ce livre, c'est parce qu'elle-même s'est beaucoup entaillée quand elle était plus jeune. Donc c'est un livre à la fois de sociaux et de un peu où elle se met en avant à différents moments. Et elle raconte le moment où elle a arrêté sa scarification, qui est très révélateur. Elle s'est scarifiée pendant pourtant très longtemps. Après d'ailleurs avoir vu ses parents qui se déchiraient et elle était une petite fille absolument impuissante et absolument désespérée de voir ses parents se taper dessus comme ça. Donc elle s'est retirée dans la salle de bain et elle s'est entaillée pour se soulager. Et puis ça a duré pendant vraiment très très longtemps. Elle explique d'ailleurs qu'à chaque fois qu'elle éprouvait une frustration, elle s'entaillait, etc. Et puis elle entame quelques relations amoureuses qui sont précaires. Et puis, elle commence à vivre avec un garçon qu'elle a, par contre, elle aime vraiment. Et un jour, après une frustration, la voilà qui s'entaille encore, et son copain qui rentre par surprise dans la salle de bain et qui lui dit « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas envie de vivre avec une dingue, arrête immédiatement ces trucs-là. » Et à ce moment-là, elle regarde son poignet et se dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et plus jamais, il y a eu une redéfinition radicale de l'acte. Vous voyez qu'il prenait acte du fait que désormais elle était dans une relation forte, son corps reprenait de la valeur, et on peut pas attaquer un corps qui a de la valeur. Mais évidemment, il est clair que quelques personnes, plus rares à mon avis, peuvent continuer à s'entailler, et parfois s'entailler toute leur vie. C'est le film le livre de Elfriede Jelinek, La pianiste, et le très beau film de Michael Haneke, vous rappelez, avec Isabelle Huppert, magnifique, qui s'entaille au niveau de son sexe pour faire couler du sang. Et à mon avis, c'est pour reprendre possession d'une féminité qu'elle réprouve totalement dans le film. Au lieu que ce soit la nature qui lui impose l'écoulement des règles, c'est elle qui se fait saigner aussi, comme pour reprendre le contrôle d'un corps de femme qu'elle réprouve totalement. Si vous avez vu le film ou lu le livre, vous voyez qu'elle a une sexualité quand même assez particulière. Pourquoi je dis... Oui, je vous disais ça parce que quand même quelques personnes peuvent continuer au-delà et ça m'arrive. J'ai eu d'ailleurs, après avoir écrit La peau et la trace, j'avais eu quelques échanges par mail et par lettres de personnes qui me disaient j'ai 50 ans, je m'entaille régulièrement, etc. Je comprends mieux maintenant pourquoi, etc. Alors moi je me dis pourquoi pas, hein. Je pense que c'est un compromis de vie, en quelque sorte, que certaines personnes font. C'est le prix à payer, c'est la logique de sacrifice qu'on rencontre très souvent dans la vie. Pour pouvoir continuer à vivre, eh bien, il faut acquitter le fait de se faire mal de manière régulière pour avoir moins mal dans sa vie et pouvoir affronter les autres dans une vie personnelle. Mais c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus rare. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté.